Bienvenue à la semaine d'exploration des métiers, le monde de la com. Je m'appelle Denis Villeneuve, je suis la PDG de l'A2C et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir et de lancer, dans le fond, cette conférence sur la stratégie et la recherche. Alors, sans plus tarder, en fait, il y a 8 conférences qui sont offertes et aujourd'hui, on est à la 5e journée. Alors, c'est stratégie recherche. Il y a déjà eu les 4 qui ont passé cette semaine. On termine quand même la semaine en beauté en ce vendredi soir. Alors, merci aux conférencières et à Amine qui se joindra à nous. Dans le fond, l'objectif de cette initiative-là, c'est de vous faire découvrir les différents métiers, les différentes perspectives d'avenir de l'ensemble de l'industrie. J'aime croire qu'il y a autant de perspectives d'avenir que de personnalités dans notre industrie, ou presque, dans le sens où il y a vraiment différents métiers pour différentes personnalités, que vous soyez extraverti, introverti, que vous aimiez l'analyse, que vous aimiez le média, la culture, la création, peu importe votre domaine et champ d'intérêt ou vos compétences, en fait, vous pouvez trouver un métier qui vous ira dans cette fabuleuse industrie. Alors, l'objectif de cette semaine, en fait, c'est de vous en faire découvrir le plus possible et de vous faire découvrir aussi les différents parcours qui mènent aussi à ces métiers-là pour être capable de vous influencer ou en fait de vous inspirer pour la suite de votre développement de carrière. Alors l'objectif, en fait, l'initiative de la Semaine des métiers est une initiative de l'A2C, évidemment, en collaboration avec l'ACRPQ, l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec, en collaboration aussi avec Grenier aux emplois, avec l'appui de l'APP, qui est l'Association des producteurs publicitaires, avec l'appui du Conseil des directeurs médias du Québec, et enfin, la Société des designers graphiques du Québec, la SDGQ. Un merci tout spécial à l'équipe d'Orchestra qui a conçu l'identité visuelle de l'initiative et qui nous a aidés aussi à la promotion de cet événement. Alors, merci à toute l'équipe. Alors, sans plus tarder, vous êtes ici pour entendre parler de stratégie et de recherche. Alors, sans plus tarder, je vous présente la conférencière de ce soir. Il s'agit de Caroline Desmartins, stratège de marque senior chez Sidley. Donc, elle vous fera une conférence sur les métiers en stratégie et en recherche, suivie d'un panel avec les panélistes suivants. Alors, il y a Rachel Audimard, chef de la stratégie chez TamTam TBWA. Ensuite, Amine Reiss, directeur de la stratégie de K72. Et Michelle Riendeau, planificatrice design d'expérience chez Cossette. Alors, vous serez en bonne compagnie. Dernier élément sur les questions. En fait, ce qu'on vous demande, c'est que vous pouvez poser des questions durant tant la conférence que les panels, mais ils seront posés à la toute fin. Vos panélistes et votre conférencière se garderont un moment pour entendre vos questions. Et c'est ma collègue Mireille Forêt qui va faire la modératrice. Donc, elle va colliger les questions et les posera au panel en votre nom. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Elles peuvent être très techniques comme elles peuvent être un peu plus philosophiques. Osez poser vos questions, c'est le moment privilégié pour le faire. Alors, sur ce, je vous laisse en bonne compagnie. Profitez-en, profitez. Ça termine bien la semaine. Alors, merci encore à la conférencière et aux panélistes et au plaisir de vous croiser dans une agence très bientôt. Au plaisir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes prêts et que vous êtes prêtes à parler de stratégie. J'espère surtout que vous avez un petit verre de vin ou une petite bière avec vous parce que reste qu'il est vendredi. Je vois que Rachel est, est bien entourée. Je vais commencer peut-être à vous parler un peu de moi. Donc moi, c'est Caroline. Je travaille chez Sidley depuis 6 ans. Je vais vous laisser 2 petites secondes pour apprécier la magie de cette photo-là. Mais surtout, je voulais commencer à me présenter de manière un peu plus humaine au départ, puis vous parler un peu de moi. En fait, sur cette photo, puis à l'époque, j'étais la petite enfant gossante qui posait toujours les questions pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ça n'a pas vraiment changé, je suis toujours cette personne-là. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, et notamment ado, j'ai commencé à beaucoup écrire sur ce que je voyais, ce que j'observais, ce que j'apprenais.
Et en fait, à 16 ans, mon wet dream, c'était d'être journaliste chez Vice, du moment où c'était cool. Euh, et, euh, et donc voilà, donc j'étais particulièrement intéressée par tout ce qui touchait aux tendances culturelles, aux sous-cultures, à la psychologie, à la sociologie, etc. Et ensuite, si vous voulez, je me suis dirigée vers une école de commerce en France. Pourquoi? Parce que ça m'a permis d'ouvrir plein de portes. Il y avait des cours très, très différents. J'ai fait du commerce international, du théâtre, de la création publicitaire. Et pendant ces études-là, en fait, j'ai eu comme un aha moment qui était mes cours de planning stratégique, planification stratégique, comme ça s'appelle en France. Parce que j'ai découvert que dans la vie, je pouvais être payée à apprendre sur les gens pour en fait aider les marques à bien se positionner, à bien communiquer et à créer des produits et des services intelligents. Et en fait, à partir de ce moment-là, parce que mon école était aussi très professionnalisante, j'ai fait tous mes stages dans des départements de stratégie, en agence à chaque fois. Et donc, ça va faire 7 ans que je fais ça. 7 ans que je fais ça, 6 ans que je fais ça chez Silly. Pour ceux et celles qui ne connaissent peut-être pas, Silly, c'est une agence créative, donc avec à peu près 900 personnes. Donc, il y a des bureaux à Paris, à LA, à Toronto, à New York, etc. Et en fait, Montréal est vraiment la maison mère. Donc, c'est là d'où est né Silly. En fait, on parle d'agence créative parce que si vous voulez, il y a beaucoup de disciplines différentes. Donc, on fait du design, on fait de l'architecture, on fait des événements. Donc, bien sûr, il a fallu se réinventer dans le contexte. On fait bien sûr de la publicité. Et on travaille aussi pour des marques internationales ou locales. Donc, je pense que des marques, d'ailleurs, vous avez probablement interagi déjà avec, comme The North Face ou les Raptors, par exemple. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur du Cirque du Soleil, Air Transat ou plus local sur, par exemple, une marque comme IGA. Donc, peut-être avant de parler vraiment de la job, je pensais que c'était important de revenir et de parler un peu de qu'est-ce que c'est que la stratégie en agence. Puis en fait, je pense qu'il y a autant de définitions de la stratégie qu'il y a de stratèges. Par contre, je pense que s'il y a une chose où on s'entend tous et toutes, c'est que si on avait à l'expliquer en 3 secondes, ben, notre rôle, en fait, c'est vraiment trouver des nouvelles solutions à des problèmes existants. Quand on parle de problèmes, c'est les clients qui vont venir nous voir. Ça peut être des problèmes d'affaires, par exemple. Voilà, j'ai mes ventes qui sont en décroissance pour X, Y raison. Comment on fait? Ça peut être des problèmes de communication. Bah voilà, je ne suis pas assez connue auprès des personnes que j'ai envie de viser. Comment je peux faire? Ça peut être aussi des problèmes de distinction. Ben, je suis dans une catégorie où mon compétiteur a la plus grande part de tarte et connecte bien mieux avec les gens que moi, je vise aussi. Donc, comment je fais pour essayer de me distinguer un petit peu? Donc, effectivement, à partir de ces problèmes-là, nous, on va être en charge de trouver des solutions donc protéiformes. Ça peut prendre la forme d'une campagne, ça peut prendre la forme d'un nouveau produit, ça peut prendre la forme d'un événement. Donc, c'est ça aussi la magie de notre job, c'est que on est capable aussi de voir le output final qui est donc le produit créatif. Donc, en fait, la stratégie, c'est une direction qui est claire et qui est simple. Et j'insiste vraiment sur la notion de simple parce que souvent, en fait, les clients nous arrivent avec en fait, beaucoup de données. Il y a beaucoup de choses. C'est normal, ils ont aussi la tête dedans. Donc, nous, on est là pour vraiment trier l'information et venir en fait, faire des choix parce que c'est ça notre travail aussi. Donc, les aider là-dedans. La stratégie, c'est aussi vraiment une boussole. Donc, nous, on est là pour garder le cap du début jusqu'à la fin. Même dans le processus de création, on va être là, on va accompagner nos créatifs, on va brainstormer avec eux, on va être là aussi pour tout ce qui va concerner le déploiement des campagnes ou peu importe la forme que l'output créatif va prendre. Et le dernier point, j'insiste vraiment aussi beaucoup, la stratégie doit être un tremplin à la création.
Parce qu'on travaille donc en agence, c'est hyper important d'être capable de donner une direction qui est inspirante et qui va en fait aider nos créatifs à créer quelque chose qui n'existe pas déjà. Parce que si en fait, j'ai beau faire la plus belle stratégie du monde, si ça n'inspire pas mes créatifs ou si ça ne nous emmène pas ailleurs, ben, je n'ai pas bien fait ma job en fait. Aussi simplement que ça. Et ces 3 points sont vrais en fait pour n'importe quelle expertise en stratégie. Et pour le coup, il y en a quand même plusieurs. Je vous donne un petit exemple. Chez Seedly, on est à peu près 25 stratèges avec des expertises assez différentes, dont je vous en parlerai dans une seconde, mais que ce soit de la stratégie de marque, de la stratégie de communication. D'ailleurs, souvent, on dit communication 360, donc sur tous les touchpoints, sur toutes les plateformes. Que ce soit la stratégie de contenu digital ou UX, donc User Experience, ça aussi beaucoup plus du côté digital, ou encore la stratégie de design d'expérience. Donc concrètement, petit exemple, parce que c'est toujours plus intéressant de voir de quoi on parle. La stratégie de marque, en fait, c'est vraiment tout ce qui concerne les fondations d'une marque. Donc ça va être en fait quelle est la mission de la marque dans sa catégorie, quel est son rôle en fait par rapport à sa clientèle et sur quoi elle se repose, c'est quoi ses piliers d'équité pour faire ce qu'elle fait dans la vie. Et donc ultimement, les stratégies de marque qu'on appelle aussi donc des mandats de branding vont toucher en fait à tout ce qui est identité graphique et donc langage d'une marque. Donc là, par exemple, un des exemples que nous, on a développé, c'est le rebranding de McGill. Donc souvent, quand on parle aussi de rebranding, il y a une nouvelle signature de la marque qui vient en fait illustrer la direction et justement la stratégie. Donc là, pour le coup, pour vous en dire un tout petit peu, c'était pas moi sur le mandat, mais pour McGill, donc Made by McGill, c'était vraiment la notion de venir créer un cri de ralliement autant à l'interne qu'à l'externe, venir célébrer et inviter en fait les futurs étudiants comme les alumni à élever et porter l'expérience en fait McGill d'éducation. Ensuite, il y a la stratégie de communication, donc comme je vous disais, communication 360, où là, ça va prendre beaucoup plus la forme d'une campagne. Donc, par exemple, petit exemple de IGA, je dis beaucoup trop exemple, je m'excuse. IGA est venu nous voir en disant, bon, bah voilà, on a un problème, enfin, pas vraiment un problème, mais un enjeu. On va enlever tous les sacs plastiques de nos épiceries. Et en fait, on a envie de communiquer là-dessus. Mais concrètement, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que toutes les épiceries vont faire la même chose. Donc, comment on arrive un peu à faire un petit coup d'éclat et se faire remarquer par rapport à cette initiative-là? Donc là, le parti pris a été de se dire, bon, bah, le problème, c'est que tout le monde s'en fout un petit peu. Fait est-ce qu'on ne créerait pas une chanson basée sur justement l'expérience des gens qui vont venir en épicerie quand il n'y aura plus de sacs plastiques, effectivement. Donc, ce qui a donné un partenariat avec Bleu Jeans Bleu et je vous recommande vivement d'aller écouter cette chanson sur YouTube parce qu'elle va vous rester dans la tête un peu trop longtemps. Mais donc, ça, c'était pour la stratégie de communication d'IGA. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la stratégie digitale et slash UX. Ce n'est pas exactement les mêmes disciplines, mais là où elles se rejoignent, c'est que c'est beaucoup dans la création de sites et d'expériences web. Un des exemples pour vous que nous, on a développé ces dernières semaines, c'est le partenariat de Hyundai avec les Nations Unies. Qui était de créer une plateforme pour récupérer et partager les idées d'innovation durable. Donc concrètement, la stratégie digitale, ce qu'elle va venir faire, c'est de comprendre quelle va être la meilleure expérience utilisateur sur mon site, comment de manière la plus intuitive possible je peux partager l'information et faire en sorte que le contenu que je mets en ligne va être intéressant pour les gens qui vont venir le lire, interagir avec eux et justement que ce soit beaucoup plus engageant. Que ce soit d'ailleurs sur un mobile ou sur un ordinateur.
Ensuite, il y a la stratégie de contenu et si vous n'avez pas encore noté ça dans vos agendas, je sais que Catherine Martel va venir le 4 novembre en parler en conférence aussi, elle, grande stratège de contenu. Mais en fait, la stratégie de contenu, à tort, on pense que c'est souvent uniquement sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup pour justement nourrir la relation avec les gens qu'on souhaite viser, donc avec les clientèles, mais ça peut aussi prendre une forme beaucoup plus éditoriale. Donc là, c'était le cas de la Banque nationale, donc la branche en fait investissement privé, donc la partie très très grosse où là, il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour être dans cette branche, et en fait a été créée justement pour nourrir la relation avec les personnes présentes dans cette branche-là, un magazine justement avec des articles beaucoup plus lifestyle et pas uniquement sur de la banque. Donc encore une fois, c'est toute une question de venir engager les personnes à qui on veut parler. Et le dernier type de stratégie, c'est la stratégie de design d'expérience. Nous avons ce soir une queen du sujet, Michèle Riendeau. Posez vos questions à cette personne-là parce que c'est probablement la plus experte de nous tous et nous toutes. Mais la stratégie de design d'expérience, en fait, ça va être comment on peut amener à la vie dans un environnement physique, donc justement un positionnement de marque ou comment dire, ou une direction créative. Donc, concrètement, ça va être comment je vais faire vivre l'expérience, que ce soit en magasin, ça peut être aussi dans une offre immobilière, ça peut être aussi dans une activation événementielle, mais comment je vais réussir à engager les gens quand ils viennent dans mon espace. Puis, Michèle, tu ajouteras en temps et en Ça heure. marche. Donc, toutes ces stratégies, en fait, ne sont pas possibles ou en tout cas ne sont pas pertinentes si on n'y injecte pas de la recherche en amont. Je vous explique, en fait, effectivement, si on n'éclaire pas nos décisions en tant que stratège, ben, on marche beaucoup à l'intuition, puis là, ça ne marche pas. Donc, on s'appuie beaucoup sur la recherche dans tout ce qu'on va développer dans les directions et nos réponses. Et on s'appuie sur la recherche notamment pour être sûr d'être pertinent, donc par rapport aux gens qu'on vise. Donc effectivement, c'est quoi eux, leur motivation, leur peur, leurs freins, leur comportement par rapport à un sujet, par rapport à ma marque, par rapport à mon produit, et comment justement moi je peux venir faire en sorte de les engager. Mais aussi pertinent dans la culture. Donc ça, c'est aussi bien important. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup de mon métier. C'est en fait de se tenir au courant de quelles sont les tendances culturelles et sociétales qui font qu'on a peut-être quelque chose à dire d'intéressant et de nouveau par rapport à justement un sujet donné. Ensuite, donc, on utilise aussi la recherche pour se distinguer. Donc ça, c'est bien important. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on va aller voir comment les compétiteurs y communiquent, qu'est-ce qu'ils font eux, qu'est-ce qu'ils mettent en place dans leur expérience qui est en fait justement peut-être plus conventionnelle. Et on va aller essayer de chercher c'est quoi les opportunités justement de distinction par rapport à ce qui est déjà en place. Ensuite, en fait, on fait aussi de la recherche par rapport à la marque, donc à notre client, pour être très crédible dans le message qu'on va mettre aussi en place, parce que n'importe quelle marque ne peut pas dire n'importe quoi. Et ça, c'est aussi bien important. Donc, faut être sûr de s'appuyer sur des preuves, donc comme on dit un peu walk the talk, et d'être capable de livrer sur là où on veut justement amener la marque aussi. Puis je vous parlais de recherche. Il y a deux types de recherche, deux grands types de recherche, je dirais. Il y a la recherche secondaire, donc là où on s'appuie beaucoup sur des intermédiaires, sur par exemple des rapports, des données existants, des études de cas, des livres, où là on va venir justement faire la collection et venir trier ce qui nous intéresse le plus. C'est plus une posture de recherchiste, de recherchiste entre guillemets.
Et ça, on le fait beaucoup à l'interne. Donc, on travaille en général de pair avec nos analystes en stratégie qui vont nous dégoter la data qui fait mouche, c'est ça, la data qui va nous permettre de aussi nourrir les stratégies. Ensuite, il y a la recherche primaire. Donc, en fait, là, il n'y a pas du tout d'intermédiaire. Donc, on va en direct, en fait, interroger les personnes qu'on veut viser pour vraiment bien comprendre, comme je vous disais tantôt, quelles sont les motivations, quels sont les freins par rapport à ce qu'on cherche à accomplir. Et ça, c'est super intéressant parce que ça nous met dans une posture beaucoup d'enquêteurs et de détectives pour venir un peu découvrir ce qui va être intéressant à raconter par la suite aussi. Donc, ça peut être, il y a plein de méthodes. Souvent, on emprunte un peu à l'anthropologie, à l'ethnographie, etc. Mais ça peut être, par exemple, des conversations d'une heure, maintenant sur Zoom, du coup. Ça peut être aussi des observations dans le contexte de la personne. Donc ça, c'est aussi très intéressant de voir comment la personne interagit dans un lieu donné. Est-ce qu'elle est en groupe? Est-ce qu'elle est toute seule? Comment, justement, elle va se comporter? Et puis ça va nous donner aussi pas mal d'informations sur ce qu'elle fait dans la vraie vie versus ce qu'elle nous dit. Ce qui est il y a toujours parfois un petit disconnect. Et ça, on peut le faire donc soit avec un partenaire de recherche ou soit aussi à l'interne. J'ai beaucoup parlé de théorie là, mais concrètement, comment ça se passe ma job? Je vais vous parler un peu d'un projet et puis je vais prendre l'exemple de la campagne de l'Auto 649 parce que elle est là depuis un petit moment, donc je pense que tout le monde l'a probablement vu. Puis c'est un exemple assez le fun à raconter aussi. Donc concrètement, dans un projet, n'importe quel projet, comment ça marche? Il y a, on va dire, 5 grandes parties et je ne vous parle pas de toute la production, etc. Je vous parle vraiment plus de la partie en amont. La première partie, c'est beaucoup le brief client. Donc, c'est comment dire, le ask original, donc ce qu'on doit régler comme problème. Ensuite, il va y avoir une partie de recherche et d'analyse. Donc, je vous en parlais un peu tantôt. Après, une partie, donc, recommandation stratégique, la fameuse direction du début. Il va y avoir le brief créatif. Donc, c'est là où, en fait, les créatifs, bon, même si on discute beaucoup avec les créatifs avant, mais c'est là où, en fait, on va un peu passer le bébé pour justement ce qui va être créé à nos équipes de création. Et bien sûr, après, il y a la phase de développement créative. Donc, par exemple, pour 649, le brief client, si je vous le résume en 2 secondes et demie, c'était voilà, on a un gros problème. Nos ventes sont en décroissance depuis 10 ans. On est en train, en fait, de vieillir avec nos cibles et les jeunes sont complètement désintéressés par la loterie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'il est le problème, justement, avec les jeunes? Donc, c'est ça qu'on a vraiment essayé de comprendre en recherche. Et en fait, ce qu'on a trouvé, c'était assez intéressant, c'était que ce n'était pas une question nécessairement… En fait, le désintérêt de la loterie n'était pas le symptôme. Le symptôme, c'est qu'en fait, les jeunes, les millénarios, nous, en fait, ne croient pas en leur chance de gagner. Donc, ce n'était pas une question de rapport à la loterie, mais c'était une question de se dire, bon voilà, moi dans la vie, je suis capable de réussir, je n'ai pas besoin de jouer au loto, les chances sont trop infimes. Pour d'ailleurs votre culture personnelle, il y a une chance sur 14 millions de gagner. Donc, effectivement, c'est de se dire, voilà, en fait, moi, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout à ma chance de gagner. Donc, nous, à partir de ce qu'on appelle en fait en stratégie, de cet insight-là, de ce petit nugget-là, la direction qu'on a prise, c'est de se dire, ils ne croient pas en la chance. Pourtant, en fait, la chance, elle est partout. Si justement on y fait attention. Elle est partout quand je perds mes clés et qu'elles ne tombent pas dans le caniveau. Elle est quand je rentre chez moi juste au moment où il commence à pleuvoir. Donc, elle est vraiment partout. Puis, ça a été la stratégie de justement venir montrer aux jeunes qu'elle est partout et à partir de ce moment-là, d'associer
le loto 649 au petit moment de chance en te disant ben, tu devrais t'acheter un 649, tu as eu de la chance. Donc, si tu as eu de la chance là, peut-être que tu en auras aussi avec 649. Donc, c'était un peu la direction prise. Ensuite, le brief créatif, souvent, quand on va voir les créatifs, on essaye d'avoir une phrase courte un peu choc pour vraiment essayer d'ouvrir le plus les opportunités, puis de leur dire, OK, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Avec 649, c'était relativement simple. C'était la notion de dire, bah, faut montrer aux gens qui sont plus chanceux qu'ils ne le pensent. Et je me rappelle pour avoir été dans le brief avec un stratège senior qui n'est plus chez Seedly, il avait donné cet exemple-là en disant bah, pourquoi notre premier spot, c'est pas ben, vous aviez une chance sur, je ne me rappelle plus la data, mais une chance sur je ne sais pas combien de milliards de naître. Ben, c'était une chance aussi. Donc vraiment de se dire il y a plein de moments de chance là-dessus. Et donc, s'en est suivi un peu une sorte de saga publicitaire, je dirais, depuis, je pense, au moins 5 ans. Donc, avec des spots à la télévision, mais aussi des activations sur le terrain, par exemple à Oshaga, certaines actions aussi en contenu sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer un de mes favoris, celui-ci sur le dernier métro. Je pense qu'on peut tous relate. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que ça illustre bien l'idée on est encore en train d'essayer de trouver des nouveaux moments de chance pour faire vivre cette plateforme qui est quand même vraiment fun. Voilà, c'était tout pour ma présentation. Puis je pense qu'on va pouvoir rapidement passer au panel avec mes chers 3 confrères consoeurs. C'est tellement cool de voir comment vous travaillez de votre côté. Ouais, c'est toujours tellement différent, écoute. C'est comme ce Puis en que... même temps, si semblable. C'est ça que je disais, il y a autant de manières de faire de la stratégie qu'il y a de stratèges. Et d'ailleurs, c'est ça qui est vraiment le plus intéressant. On a des parcours, tous les 4, très différents. Fait que c'est peut-être ce que je vous demanderai en premier. Moi, je le sais. Je les connais, vos parcours, mais pour les personnes qui sont avec nous, je pense que c'est super intéressant justement de leur parler un peu. Vous venez d'où et comment vous avez vécu votre premier contact avec la pub et la stratégie. Michel, tu veux commencer? Yes, je me lance. Si je surfe sur ta dernière question qui était comment était ton premier contact avec la pub? Mon premier contact avec les agences, c'est quand je faisais un stage chez IGA. Donc, on était le client, puis on demandait à nos agences de faire des publicités pour nous. Et à chaque fois que je me rendais en agence, je me disais, waouh, c'est trop cool, les gens ont l'air cool, le café est meilleur qu'ailleurs, l'ambiance est trop bonne. Mon prochain stage, c'est sûr que je le fais en agence. Fait que quand je suis entrée en agence, on m'a mis en stratégie et j'avais aucune idée c'était quoi la stratégie. Puis j'aurais vraiment aimé ça, être à votre place en ce moment, puis le savoir avant de rentrer. Mais ça a été ma plus belle surprise là, depuis ce temps-là. J'ai vraiment trouvé ma voie. Mais pour parler un peu de mon parcours, moi, j'ai fait commercialisation de la mode. J'ai juste décidé de suivre ma passion, puis je me suis rendu compte que j'aimais trop l'école, que j'allais continuer à l'université. J'ai fait un peu comme toi. J'étais allée en marketing, en admin à l'université de Sherbrooke. Puis c'est là que j'ai eu la chance de faire mes stages. Donc, au fil des années en stratégie, moi, j'ai développé l'expertise, comme tu parlais, de design d'expérience, qui
qui est comme une discipline de la stratégie qui a toujours existé, mais je dirais qui est quand même en grande croissance en ce moment, là, qui est l'idée d'aider les entreprises à faire en sorte que chacun des petits moments qu'on vit avec eux soit plus simple, plus intéressant, plus delightful. Fait que c'était ça pour mon petit parcours. Rachel, tu veux y aller? Bon, ben pour faire différent, On aime. c'est drôle. Ben oui, parce que chacun vient avec son bagage. Moi, j'ai pas étudié en communication marketing, je n'ai pas étudié en stratégie. En fait, mes études les plus supérieures que j'ai, c'est un DEC, un diplôme d'études collégiales en rédaction pour les médias à Dawson College. Mon idée dans le temps, c'était d'aller écrire pour la télévision, le cinéma, pour le théâtre, la radio. Mais j'avais pas la confiance encore, j'avais surtout pas le réseau, je savais pas trop quoi faire avec mon deck. Donc, comme tu fais quand tu sais pas ce que tu vas faire avec ta vie, ben, tu te plains à ta mère. Et puis, ben, je m'étais plaint à ma mère un soir de «Maman, qu'est-ce que je veux faire?» Puis, elle m'a dit, ben, dis, regarde, si tu sais pas quoi faire en télé, y a-tu une autre façon pour toi de vivre ce que tu aimes, ce que tu vois? Tu sais, puis j'ai fait, ah, mais c'est vrai, tu sais, j'aime la pub. Puis il y a un soir, j'écoutais des films. Dans le temps, nous autres, il fallait qu'on se lève, qu'on sorte de la maison, qu'on aille au magasin vidéo. Fait que j'avais été chez Vidéotron, Super Club, me louer un film. Puis j'avais écouté What Women Want avec Mel Gibson et puis Helen Hunt. Juste rapidement, l'histoire, c'est quoi le logline de ce film-là? C'est un homme qui travaille dans le monde des communications, un homme assez chauviniste, old school, un petit peu sexiste. Et puis, il travaille dans une agence et il se fait donner un mandat, puis il y a une femme qui arrive dans une position en tant que directrice de création qui lui fait un petit peu peur. Et donc, un jour, il se cogne la tête et puis tout d'un coup, il entend les pensées de toutes les femmes autour de lui. Puis honnêtement, j'avais trouvé ça, là, j'avais eu un moment de aha. Il y avait une pub en particulier sur lesquelles il travaillait, c'était pour Nike. Et puis le insight, je me rappelle, j'avais eu comme des frissons, puis j'ai fait « Oh my God, c'est ça que je veux faire dans la vie ». Fait que, ne sachant pas trop comment le faire, mais j'ai écouté ma mère et puis je suis devenue réceptionniste dans une agence pour mieux comprendre comment ça se passait. Et j'ai vraiment eu le coup de foudre. Donc, 10 ans plus tard, j'ai eu ma première expérience en tant que stratège. Puis maintenant, ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie. C'est juste à cause d'un film, puis à cause du manque de confiance qui m'a donné le coup de pied pour aller dans découvrir un nouveau chemin. C'est moi qui reste. J'ai l'impression que si je parle, je vais muer, tellement que je n'ai pas parlé depuis tantôt. Mon parcours, j'hésite entre commencer par la question sur comment ton premier contact avec la publicité ou mon parcours. Je vais commencer avec mon premier contact. C'est vraiment un premier contact de bar. Je dirais, à un certain moment de ma vie, j'ai eu beaucoup d'amis qui, par hasard, travaillaient en publicité, pas moi, puis qui étaient super le fun. On sortait tout le temps ensemble. Je pense que c'était mon premier contact de gens que j'ai connus. D'ailleurs, grâce à eux, que j'ai eu beaucoup de contacts. C'est vraiment un métier de contact. Mon parcours, j'ai étudié au tout début en sciences économiques. Donc, c'est des études assez théoriques sur des courants économiques, sur différentes écoles, pour par la suite passer en communication. Encore une fois, très, très macro, très dans la théorie. Il y avait très, très peu de pratique, je dirais, quand j'ai fini mon bac. Je pense que c'était un peu sur le tas, avec des feedbacks à gauche et à droite, que je me suis dirigé vers la stratégie, parce que je sentais qu'il y avait des affinités selon ce que les gens me disaient. Du fait aussi que c'était très théorique, mon bac, ça m'a beaucoup forcé à plus lire, plus me comprendre pour vraiment pouvoir me positionner. C'était très anxiogène pour moi de sortir alors que mon profil est très, très théorique. Je peux parler à très, très haut niveau, mais concrètement, ce que je vais faire, ce que je vais produire était très peu clair. Fait qu'il a fallu que je raffine ça. Je dirais que
c'était ça mon début. Par la suite, c'était par la force des choses, parler avec différentes personnes, mes premiers contacts en publicité. Je me suis essayé à la création, on m'a dit que j'étais pas bon, fait on m'a dirigé vers la stratégie. Puis c'était une bonne direction parce que je suis un peu de nature à aimer les discussions profondes, à aimer les réflexions profondes. Il y a une certaine lourdeur qui vient avec ça. C'est vraiment un métier, je dirais, ça doit être vital pour nous de faire de la stratégie puisque c'est très difficile à soutenir sinon. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé comme Caro chez Seedly, vraiment ma première job en stratégie. J'ai commencé en création qui est assez contre-intuitif. Assez rapidement, je me suis redirigé vers la stratégie. Puis tout le long de mon parcours, je dirais, j'ai travaillé autant sur des mandats qui sont très tableau Excel que des mandats où plus penser le futur de l'être humain et comment c'est quoi les courants de pensée qui vont nous influencer demain. Fait que je dirais que c'est tout au long de ma carrière, j'ai un peu bougé d'une place à l'autre, parce que j'ai autant de plaisir à rester des jours sur un tableau Excel que de parler de culture. Fait que, puis, me voici chez K72 depuis à peu près 2 ans, qui est une petite agence, je dirais, boutique de Cossette. C'est comme ça qu'on aime se décrire, en tout cas. Fait que c'est une agence qui est assez sur le cœur de notre métier. C'est pas mal juste de la stratégie de marque, de la stratégie de com, de la création, du design. Il n'y a pas de web, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de… C'est vraiment, on fabrique le cœur, puis on travaille avec les partenaires du client s'il en a. Mais il y a quelque chose que moi j'adore beaucoup, puis on s'est rencontrés avant ensemble, on est tous très différents, mais je peux sentir qu'il y a beaucoup de traits communs. Puis c'est ça que j'ai envie de vous demander aussi, pour vous, c'est quoi les traits communs, les caractéristiques d'un ou d'une stratège pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils se reconnaissent un peu aussi? Qui va en premier? C'est toi qui nomme, Caro, parce que Non, un peu trop brouillé. allez-y. Ben, je vais me lancer. Je pense qu'il y en a effectivement plusieurs, puis on peut réfléchir. Effectivement, c'est un métier qui est tellement riche, parce que la stratégie, c'est plus c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser, c'est utilitaire parce que on use de stratégie dans notre vie tout le temps. La stratégie, c'est quoi la meilleure façon que j'arrive? Je suis ici, puis je veux aller là-bas. C'est quoi la meilleure façon de le faire? On le fait. Waze, c'est ce que Waze fait à longueur de journée. C'est de la stratégie de chemin. Fait que c'est un métier qui est tellement riche. On peut être un stratège à l'armée, on peut être un stratège d'affaires, de communication, mais je dirais il y a toujours le même essence. Cette essence-là, je pense qu'il est, je vais faire utiliser le même mot 2 fois, il est essentiel. C'est un état d'esprit, je viens de le dire, mais c'est très important de le noter, surtout pour tout le futur talent qui est avec nous. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire il y a des gens qui sont tactiques, il y a des gens qui aiment faire des choses, il y a des gens qui aiment passer à l'action très rapidement. Et il y a des gens qui aiment penser la vie et penser le meilleur chemin. C'est très rare où on peut faire les deux. Fait que c'est avant tout, je pense, une question de nature. On peut, bien sûr, devenir quelque chose. Je peux demain commencer à être plus tactique dans ma vie et passer à l'action beaucoup plus rapidement. Mais ça me prendrait énormément de travail. Donc, je pense qu'il y a ce premier trait-là qui est de penser de cette façon-là, d'avoir une pensée stratégique. Toujours ne pas avoir peur, c'est quoi le problème, ne pas avoir peur de toucher du doigt une problématique et de toujours se poser la question, ben, c'est quoi la meilleure façon que je peux résoudre ce problème? Il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas comme ça. Il y a des gens qui vont plus penser à comment exécuter la chose, comment créer de l'harmonie autour de nous. Il y a des gens qui aiment aider les autres. Ouais.
un stratège, il y a une sorte Moi, je considère en tout cas ma job, je la fais parce qu'en quelque sorte, j'ai trouvé un petit centre entre ma vie et ma job qui c'est un peu vital. Ce que je fais comme un médecin peut-être qu'il a besoin de, je sais pas si c'est aider les gens ou voir du sang. Mais il y a une sorte Tu dis boire du sang? Voir du sang, non? Malaise. Encore voir du sang. Fait que Je m'allais dire, wow, il est vraiment dans l'esprit de l'Halloween. Ben oui, c'était pour ça. C'était pour ça. Fait que je lance le débat, puis jump in, please. Mais tu as dit quelque chose qui est super pertinent par rapport à, je pense que le plus gros... Tu sais, les stratèges, on est des grands penseurs, je pense à la base. Tu sais, Cathy Paul ou Cathy Paul, je veux dire ton nom comme il faut, justement dans le Q&A, tu l'as dit, une personne curieuse. Donc oui, à la base, à la source, tu dois être une personne qui est curieuse, mais pas juste quelqu'un qui est assoiffé de savoir, mais quelqu'un qui veut surtout savoir le pourquoi. Tu dois être curieux du pourquoi. Puis pourquoi ça, c'est important pour connecter avec ce que Amine vient de dire, justement, c'est qu'un des plus gros attrape-nigo dans le poste, c'est de tomber en mode tactique. Donc, tu reçois un brief, puis immédiatement, tu tombes en plan d'action avec une checklist de voici tout ce qu'on pourrait faire. On va faire du contenu sur les médias sociaux, puis on va faire une publicité, puis on va faire ci, ça, avant même de te poser à la question de pourquoi ce problème est un problème à la base. Pourquoi c'est un problème pour la marque? Pourquoi c'est un problème pour le consommateur? Pourquoi? C'est la question du tout le temps, le « what's in it for me », là, pour emprunter de l'anglais. On patauge là-dedans constamment. Puis, c'est important de te rappeler régulièrement. Puis, moi, j'ai fait l'erreur beaucoup dans le début de ma carrière où je tombais dans le tactique immédiatement avant de tomber dans le plus philosophique. Oui, mais avant de tomber dans tout ce que tu pourrais faire, tu dois répondre à pourquoi tu devrais le faire avant. Et des fois, ça te met dans une position qui est super intéressante parce que tu réalises que dans le brief que le client te donne, il ne te donne pas l'information du pourquoi. Il ne te clarifie pas le problème en tant que tel. Et ça vient de m'arriver dans ce mois-ci où un client, une marque avec des gens avec beaucoup d'expérience nous ont tout de suite donné, on a un problème, voici la solution qu'on veut. Puis quand je leur ai demandé, oui, mais pourquoi? C'est quoi le problème réel que vous avez essayé de résoudre? Et tout le monde s'est regardé à la table et le brief a été arrêté. Et ils ont dit, on va passer plus de temps à comprendre le pourquoi parce que souvent, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Pas tous les clients, ils ont juste un petit 5 000 ou 10 000. Normalement, dans les grandes agences, tu ne touches pas ces mandats-là. OK? Tu touches à des mandats qui ont des centaines de milliers de dollars accrochés après, et donc tu dois, et des millions de dollars, hein? Quand on pense à l'Auto-Québec, souvent, là, tu as des années et tu dois bâtir des stratégies qui vont durer pendant des années, et donc on parle de beaucoup de zéro, et tu es comme la première personne avec ton équipe à définir ça va être quoi ces effets dominos-là. Donc la curiosité est importante, le pourquoi va toujours être ta direction. Puis je pense que le troisième élément caractéristique de personnalité qui va vraiment bien fitter dans le rôle, c'est une capacité de communiquer. Caroline, elle a dit quelque chose, je pense que je me tentais quasiment de crier quand elle l'a mentionné. Tu sais, ton rôle, c'est d'interpréter le data et de ressortir des fois 2, au gros max 3 insights qui vont clarifier le problème et qui vont donner une direction vraiment simple. Et toi, tu dois non seulement communiquer à ton client pour le convaincre que c'est la bonne direction dans laquelle tu dois t'en aller, mais tu dois le communiquer de façon qui va exciter et donner des frissons à ton équipe de création qui vont se sentir tellement comme « Oh my God, on a tellement de choses qu'on peut faire, c'est excitant! » Tu sais, c'est pas facile de faire ça. À ton point, il y a vraiment cette notion, on doit aussi raconter, il y a du storytelling dans notre travail, on doit raconter notre stratégie aussi bien que la création raconte la création. Exact. Puis pour répondre à quelle est la proportion de créativité versus rationalité, honnêtement, c'est les deux. Puis un stratège, s'il n'y a pas les deux, ça ne sera pas un stratège qui va aller très loin parce que, justement, quand Rachel ou Caro parlaient de raconter des histoires,
Ben, pour les raconter, il faut que tu sois créatif. Puis, on a tous nos comme talents cachés de créativité. Moi, ça m'arrive souvent de dessiner dans des présentations ou d'aller faire des mood boards qui est d'habitude réservé plus aux créatifs. Mais la créativité est tellement, tellement core dans ce qu'on fait. Mais la rationalité est très importante aussi. Quand Amine parlait, tu sais, des fois, c'est des Excel, puis il faut que je comprenne ce qu'il y a en avant de moi, là. Donc, c'est un beau mix des deux. Puis je pense que c'est pourquoi beaucoup de nous se sont retrouvés dans ce poste-là comme « Wow, enfin, je peux être moi au complet. J'ai pas besoin d'être juste rationnelle, juste créative. Je peux tout faire, tu sais. Puis je peux être rationnelle, créative, mais aussi, il y a le côté émotif. Il y a un petit côté tout psychologue en nous parce qu'on fait beaucoup de rencontres avec les dirigeants, mais aussi avec des utilisateurs d'un service. Puis il faut qu'en 15 minutes, ils te fassent confiance, puis ils te racontent leurs histoires intimes, leurs secrets. Puis c'est à partir de ça que tu vas créer des belles histoires comme l'Auto-Québec là, qu'on a trouvé l'insight, tu sais. C'est un bon point, la créativité, parce que c'est plus comme un sujet de conversation, je trouve, qui revient très, très souvent. Moi, je pense que par définition, c'est créatif. Il n'y a pas un sans l'autre, c'est-à-dire c'est la définition même de la créativité. La créativité, c'est résoudre une problématique d'une façon nouvelle. Puis on la résout d'une façon nouvelle parce que ce qu'on avait essayé avant ne marchait pas. Donc, par définition, c'est de la créativité. C'est de la créativité dans ta façon de prendre un chemin que les autres n'ont pas pris. Fait que je pense que un ne va pas dans l'autre. Puis, pour ajouter à cette question-là que moi, je trouve très importante, souvent, parce qu'on a à faire passer des entretiens, etc. Puis, il y a vraiment des traits de caractère que assez rapidement, et je pense qu'ils peuvent être nourris. Ce n'est pas une question d'inné ou est-ce qu'on le devient ou est-ce qu'on est né comme ça. Mais très rapidement, on peut sentir une pensée stratégique. Je reviens toujours à ça parce que malheureusement, au Québec, on n'a pas d'école de stratégie. Ça n'existe pas. Dans notre domaine, en tout cas. Il y a de la stratégie d'affaires potentiellement, il y a dans d'autres métiers, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de formation. On ne sort pas de l'université avec une formation ou comme un comptable ou un ingénieur qui sait déjà comment faire son travail. On doit malheureusement l'apprendre sur le tas. Et je pense que ce trait de caractère-là, de toujours penser, puis à ton point, Michel, on est payé pour comprendre. On n'est pas forcément payé pour on trouve des solutions, on trouve des solutions. On est payé pour passer du temps à comprendre qu'est-ce qui bloque. Puis un peu comme le médecin, il est beaucoup plus important de comprendre qu'est-ce qui bloque que ce qu'il faut faire parce qu'une fois que je sais qu'est-ce qui bloque, la solution est assez facile. Du même ordre qu'un médecin va passer son temps à diagnostiquer, à comprendre la maladie qu'on a, à voir tous les cas de figure possibles. J'adore ce c'est mot. très facile parce qu'il te donne un médicament qu'il a prescrit. C'est pas, ça, c'est la partie qui va lui prendre 2 secondes dans sa vie. Mais le gros de son métier, c'est de comprendre. Donc, vouloir comprendre, savoir comprendre et passer du temps à comprendre, c'est quelque chose de super important. Ouais, puis tu dis un truc aussi, c'est jamais A plus B égale C. Probablement que si on nous donnait un problème à nous 4, on ne le résoudrait pas forcément de la même manière. 4 façons différentes. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant. Puis, j'ajouterais peut-être une dernière affaire aussi pour moi. Il y a un trait qui est de plus en plus important, surtout parce qu'il y a un peu un mythe du stratège qui travaille tout seul dans une tour d'ivoire et tout. Puis, c'est vraiment pas ça. Enfin, je veux dire, on est des êtres collaboratifs avant tout, puis sociaux. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus aussi dans le trait commun, la socialisation, en tout cas l'envie d'être avec les autres, de partager. Je veux dire, moi, je commence jamais aucun projet sans avoir une discussion informelle avec mon directeur de création ou ma directrice de création. C'est super important, quoi. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Mais du coup, si on continue là-dessus, tu disais, Amine, effectivement, il n'y a pas d'école de stratégie ici. Mais qu'est-ce qu'on attend d'une personne qui rentre en poste? Qu'est-ce qu'on attend d'une personne qui arrive en tant que junior? Qu'est-ce qu'on veut voir? Comment les gens qui nous regardent peuvent se préparer aussi? Ben en fait, il y a une excellente question que je trouve fait un super de beau segue sur le data, qui est souvent une porte d'entrée dans le monde de la stratégie.
Donc, la question, je vais la lire juste au cas que tout le monde ne la voit pas. Caroline parlait d'un analyste en data qui va aller chercher les données et les fournir aux stratèges. Exemple de data, comment avoir accès à ce type de data? OK. Donc, le poste en tant que tel, je sais que chez nous, chez Tam TWA, on a un poste justement d'analyste. Et puis, le rôle d'un analyste, c'est justement d'aller trouver différents, ce qu'on va dire data sets, donc des sets de data. Des fois, ça va être des statistiques, des fois, ça va être des revues journalistiques qui vont faire, des fois, ça va être des observations de culture, que ce soit au Québec, au Canada, dans le monde en tant que tel. Des fois, ça va être des focus groups qu'on va devoir mettre ensemble, ou de l'ethnographie, donc faire justement des entrevues, d'aller rechercher différents groupes dans la culture de personnes avec des expériences différentes qui vont pouvoir nous rapporter leurs interactions, leurs expériences. Donc, il y a toutes sortes de data différentes. Okay? Souvent, vous allez entendre parler, quand on parle d'une stratégie média, on va vouloir aller chercher de l'information comme sur Vividata. Donc, Vividata, qui est une base de données qui va aller regarder les habitudes de consommation médiatique de différentes personnes, de groupes d'âge différents, d'endroits différents, de genres, d'habitudes de consommation différentes. Un autre exemple, si vous gérez une page Facebook ou un groupe Facebook, des fois, on va vous demander d'aller chercher des insights médias sociaux, qui est super intéressant aussi comme dataset, qui te permettent de voir les intérêts des différentes personnes. Donc, des fois, on va demander hey, sortez-moi un Google Insights pour voir c'est quoi les tendances de recherche, les mots-clés qui sont trending, qui sont dans cet environnement-là. Des fois, on va demander c'est quoi les habitudes de recherche en général dans cette industrie-là, c'est quoi les phrases. Donc, on va vraiment vouloir aller regarder les différents mots qui sont mis ensemble. Des fois, tu vas trouver des insights là-dessus. Fait que tout est du data. Fait que la réponse est tellement large. Ouais. Exactement. Puis juste pour rajouter, avant que je rentre dans l'électricité, quand on dit data, c'était comme va sur StatCan ou genre va voir une firme de recherche, mais tellement pas. Là, moi, un de mes premiers mandats avec GM, je me suis abonnée à des groupes de fans de pick-up. Puis ça, c'est du data. C'est pour des projets d'école, t'as tellement pas besoin de payer pour des trucs. Il y a tellement d'informations, juste ouvrir les yeux, les oreilles, puis les trouver. Puis il y a aussi souvent comme la tendance de vouloir faire des sondages. Genre, t'as besoin de faire une recherche de marché, première chose que tu vas faire un sondage. Puis je suis comme, non, pas nécessairement. Il y a tellement d'autres façons de le faire, justement. Il y a des entrevues. De manière plus ciblée, exact, qualitatif aussi. Exact. Ouais. C'est bon que tu dis ça, parce que je pense que ça revient toujours à la base, en quelque sorte. Il y a des choses qu'on peut chiffrer, des choses qu'on peut mesurer, des choses qu'on ne peut que observer ou lire, etc. Ce qu'on va appeler communément du qualitatif, quantitatif. Puis moi, je suis un peu puriste dans ce sens-là. C'est très important de pouvoir faire les deux, parce que un sans l'autre, il y a des carences et on a des angles morts, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qui doivent être quantifiées et des choses qu'on doit, puis par rapport à la question de où est-ce qu'on ramène la recherche, sérieusement, ça vient d'un roman, ça vient d'un film, tout peut allumer parce que ce qu'on fait dans la vie, puis tu disais, Caroline, tout à l'heure, on résout des problèmes. Je rajouterais, on résout des problèmes en utilisant la psychologie humaine. Et on ne va pas fabriquer des voitures en fin de compte, ou on ne va pas inventer un couteau pour pouvoir tendre du beurre sur des toasts. On va utiliser, ça c'est super important, on fait connaître quelque chose, on fait changer des perceptions, on change des comportements, on fait passer à l'action. Donc, c'est toujours ça nos outils. Comprendre comment le cerveau d'un être humain marche est la base de notre travail, puisque c'est un métier de communication. Yes. Après ça, je dirais que ça, c'est la base, c'est comment le cerveau évolue de la connaissance à l'action. Et puis, après ça, n'importe quoi peut agir sur ce cerveau-là. Donc, c'est curiosité avec un grand C, effectivement.
Oui, Tu puis m'as clairement excitée quand tu as parlé du cerveau. Hein. Je vous fais tout de suite une recommandation. Oui. Si vous êtes intéressé vraiment par la stratégie, vous voulez comprendre comment le cerveau fonctionne, je suis comme une adepte de l'école de Martin Lindstrom, qui est un des godfathers, on va dire, du neuromarketing. Donc, si vous voulez vraiment comprendre l'impact que vous pouvez avoir sur le cerveau humain, souvent dans mes briefs avec la création, je vais leur dire, on ne fait pas une campagne sans que ça puisse activer 2 à 3 sur 6 sens, parce que je crois qu'il y a 6 sens dans le monde, il n'y en a pas juste 5, hein? Mais si vous voulez savoir c'est quoi le 6e, il va falloir qu'on suive sur les médias sociaux. Mais excellente recommandation, Biology, vous pouvez aller acheter ce livre-là, il est vraiment formidable, vous allez tomber en amour avec le neuromarketing. Puis, je vois qu'il y avait une question aussi, quelle est la fréquence entre les deux types de recherche, secondaire versus primaire? La réponse, ça dépend beaucoup, mais la recherche secondaire, mais la recherche secondaire, on va tout le temps la faire par défaut parce qu'on va chercher partout. La recherche primaire, en fait, on la fait tout le temps aussi par défaut aussi, mais en fait, il y a certaines... je pense il y a des manières plus heavy ou plus intenses de le faire avec d'autres firmes, passer beaucoup plus de temps avec les gens. Un sujet qu'on avait pris avec Amine pour Uniprix, on a sillonné les routes du Québec pendant une semaine. Je veux dire, oui, ça c'est plus heavy, c'est pas donné tout le temps, ça dépend des budgets, ça dépend des sujets. Ça, c'est aussi beaucoup une question après plus réaliste aussi avec le problème qu'on nous demande de régler avec le temps et l'argent qu'on a. Moi, il y a une question que je vois que j'aimerais répondre si ça ne te dérange pas parce que je la trouve super pertinente dans le tactique du day-to-day de ce que tu vas faire. Amy Olivier demande est-ce que vous devez remplir des dossiers de recherche? Si oui, ça ressemble à quoi? Puis combien de pages, par exemple? Je vais répondre en premier avec la phrase ça dépend. Ça va te faire chier, mais après ça, je vais aller dans le plus tactique. Un des exemples, puis je pense surtout à mon analyste qui me déteste probablement des fois parce que je dis toujours de synthétiser. Ce qu'on cherche surtout, votre rôle en tant qu'analyste, si vous avez la chance de le faire, c'est d'interpréter du data. Okay? Ma job en tant que stratège senior, j'ai pas le temps, même si j'adore la recherche. J'ai pas le temps d'aller faire toute la recherche pour aller toucher toutes les statistiques, la lecture de tous les articles, tous les livres, etc. Donc, ce que vous allez produire comme document de recherche, ça peut être un document Word, ça peut être un PowerPoint. Souvent, des PowerPoints, vous allez vraiment haïr Keynote et PowerPoint dans la vie, honnêtement, je vous le dis tout de suite, préparez-vous. Un dossier, idéalement, okay, la première section va être un sommaire exécutif. Okay? Le sommaire exécutif, ce qu'on veut, puis encore une fois, un autre mot que vous allez haïr, ça s'appelle des insights. Le insight, c'est quoi? C'est en une phrase, qu'est-ce que tu veux que je retienne de ce que tu as appris? Okay? Qu'est-ce qui t'a fait? Oh, wow! OK, ça, je n'avais pas vu ça ou ça, c'est intéressant. Vraiment, si tu as une réaction viscérale qui dit ça, c'est intéressant, ça, c'est nouveau, ça, on ne l'avait pas considéré, ton sommaire exécutif devrait être rempli de juste ça. OK? Ensuite, dans ton annexe, tu vas me chercher toutes tes sources. N'oubliez jamais vos sources. Même moi, en tant que senior, des fois, je vais me servir, je vais faire ma propre stratégie, puis des fois, j'oublie mes sources. C'est jamais bon. Même dans mes publications médias sociaux, habituez-vous. Si vous êtes pour citer quelqu'un, citez votre source. Ça, c'est comme la première chose, on va faire du housekeeping. Mais votre document peut être aussi simple que 10 pages si le sujet y est très léger. Mais j'ai déjà eu une recherche de 125 pages qui m'a été donnée en totalité. La portion sommaire exécutive faisait juste une vingtaine de pages. Tout le reste de la source, comme ça, moi, en tant que stratège, si je voyais qu'il y avait un insight qui était intéressant, ça me donne le goût, c'est une carotte, hein? Moi, je vais après ça pouvoir aller lire. Ah, pourquoi tu as trouvé ça intéressant? I want to know more. Okay? Fait que la curiosité qu'on parlait de tantôt, c'est là où ce que vous le voyez, c'est de dire ah, je vais aller gruger là-dedans, il y a peut-être quelque chose d'autre. Fait que ça donne une idée de ce que ça pourrait être. Juste pour ajouter, là, la différence en agence, puis mettons les recherches qu'on fait à l'école, là, c'est beaucoup moins rigide dans la façon qu'on le livre. C'est sûr qu'il faut que ça soit rigoureux, la façon qu'on collecte le data puis qu'on l'ingère, mais les documents sont beaucoup moins stiff, vraiment plus le fun. C'est vraiment, c'est pas autant, là, on écrit de manière humaine et pas avec le bullshit marketing. Je pense qu'il y a ça aussi. Ouais. C'est très important. Je dirais qu'il y a un degré de maturité supplémentaire qui vient avec le temps. Puis c'est tout à fait normal. C'est des choses qui, au début, paraissent… On a tendance à voir la quantité, les mots, le travail, les heures, etc.
Puis petit à petit, il y a des choses qui deviennent intuitives, comme bien sûr n'importe quoi dans la vie. Mais par rapport à ce que tu dis, Rachel, par rapport à la synthèse, etc., moi, un mot que j'utilise, je pense que Caro, on a marre de ce mot-là, ou on avait marre avant parce qu'on ne travaille plus ensemble. C'est pour moi, un stratège est aussi, tu disais tantôt, c'est quoi les caractéristiques? C'est quelqu'un qui sait relever ce que je pourrais appeler très, très simplement des patterns. C'est pour observer des patterns. Et puis même, je lisais un livre sur l'art de remarquer, sur l'art ce qui fait la différence entre un auteur qui écrit un livre, un roman qu'on considère comme sérieux ou pas sérieux, c'est la capacité du romancier à remarquer des choses que quelqu'un d'autre ne remarque pas parce qu'on ne prête pas attention à tout dans la vie. C'est le plus qu'on est capable d'aller dans les détails de nos remarques, mais ça revient toujours à cette capacité qui, pour moi, résume aussi l'intelligence de l'être humain, c'est la capacité à avoir des répétitions dans notre entourage. Par exemple, si je vois quelqu'un qui porte tout le temps un T-shirt noir, à un certain moment, je vois qu'il porte tout le temps des T-shirts noirs. C'est un pattern que j'ai vu. Si je vois, il y a des choses comme ça qui se cumulent, puis lorsqu'on traite du data, lorsqu'on lit à gauche et à droite, à un certain moment, d'une façon assez, je pense, un peu science-fiction, il y a des choses qui commencent dans nos têtes à se former entre eux. Mais Amine, c'est la capacité à faire des liens. Et ça, c'est vraiment une autre caractéristique. Tu sais, je pense qu'on parlait de créativité. Une des manières d'être créatif en stratégie, c'est de me dire, OK, j'ai un learning sur telle catégorie que j'applique à une autre. Et là, ça devient complètement intéressant. Donc, c'est en faisant ces liens-là, effectivement, je rebondis parce que du coup, c'est… Oui, puis c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'ai écouté un podcast dernièrement sur effectivement deux choses en fait. C'est une recherche qui a été faite sur les gens qui ont gagné des prix Nobel en sciences. Ils les ont comparés à d'autres scientifiques, puis ce qu'ils ont vu, c'est que ceux qui ont gagné des prix Nobel étaient fondamentalement plus créatifs parce qu'ils soutenaient des patients annexes à ce qu'ils faisaient dans la vie. Et ça leur donnait ce que je peux appeler des lunettes, des lunettes de lecture. Si je lis la vie avec les lunettes d'un ingénieur ou si je la lis avec la lunette d'un médecin, je vais utiliser à chaque fois un langage différent. Je vais porter une attention particulière à des choses différentes. C'est un peu ça la recherche, mais je dirais surtout la stratégie, c'est une maturité. Il y a des choses qui se cumulent dans la vie, une façon de lire le monde. Et lorsqu'on cumule plusieurs façons, on devient des stratèges aguerris. Donc, ce n'est pas quelque chose c'est impossible. Il n'y a pas quelqu'un qui naît stratège. On le devient. Exact. Mireille, il est 6h03. Oui, on avait on a 3 questions que vous n'avez pas répondues. Il y en a plusieurs que vous avez déjà fait. C'est parfait. Donc, rapidement, il y a quelqu'un qui se demandait qu'en est-il de la stratégie de design dans le monde de la communication? Quelle est la différence avec la stratégie de communication marketing, s'il y en a une? Fait que par stratégie design, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'on parle de design thinking? Est-ce qu'on parle vraiment de… Puis là, je veux voir, c'est ça, design d'expérience, comme je vais extrapoler, on a unpack that word. Parce que j'ai travaillé en startup. Donc, pour moi, design strategy, c'est complètement différent peut-être que pour d'autres personnes. Mais je peux peut-être interpréter dans ce cas-là, si on parle de design strategy, design thinking, il y a certaines notions qu'on peut emprunter du design thinking, qu'on va ramener en stratégie de communication qui sont super intéressantes. Souvent, on va faire, puis en même temps, ça va comme répondre à une deuxième question peut-être dans ce cas-ci. On parle, c'est quoi les différences dans les agences? Si vous avez la chance de travailler dans une agence de réseau, okay? Fait qu'il y a 2 types d'agences. Tu as les agences réseau puis tu as les agences indépendantes. Les agences réseau comme TamTam, TBWA. TBWA, on a des méthodologies spécifiques qui nous permettent justement de multiplier ou de créer des patterns dans la façon qu'on travaille, peu importe dans quelle agence tu te trouves dans le monde. Fait que notre méthodologie s'appelle la disruption. Okay?
La disruption en tant que telle, on utilise beaucoup justement le design thinking comme méthodologie qui nous aide à trouver des endroits où on peut créer de la disruption, puis elle utilise 3 piliers super spécifiques. Puis là, après ça, je serais curieuse d'entendre Caroline parler, puis après ça, Amine et aussi Michel sur les différentes approches de leurs agences, parce que justement, ils ont chacune leur façon de faire. Mais avec les 3 piliers de la disruption, on parle justement, première étape qui est de regarder ce qui est la convention. Donc, la convention, c'est quoi ce pattern-là qui se passe autant au niveau du consommateur que dans les habitudes de communication marketing de ton industrie en particulier que tu regardes, que dans les habitudes de marketing. Donc, tu vas vraiment analyser tous ces patterns-là en tant que tels. Oui, pour voir c'est quoi le coût d'entrée. Fait que c'est quoi qui est attendu à la base et que tu dois répondre. Puis que si tu fais au moins ça, ton consommateur va être content, mais tu ne vas pas innover, là. Tu fais rien de comme spécifique. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de voir justement c'est quoi l'anomalie ou c'est quoi, on parle souvent du blank space ou peu importe si vous parlez du blue sky thinking ou blue ocean. Ça te permet de voir c'est quoi mon espace blanc que je peux aller occuper. Deuxième pilier, c'est qu'on appelle la vision. Fait que la vision, c'est que tu travailles dans une projection dans le futur en tant que tel, tu visualises ce que tu aimerais faire. Puis souvent, on va faire des ateliers de design thinking avec nos clients pour pouvoir visualiser ensemble, surtout quand on est en stratégie de communication, en stratégie de marque. Des fois en communication, mais beaucoup plus en marque, où on va aller vraiment visualiser le futur. Fait que les marques comme Nike, comme Airbnb, Apple, nommez-les, là. Toutes ces grandes marques-là, ils ont vécu ce type de projection dans le futur là, pour se définir une vision d'où est-ce qu'ils voudraient être. Une fois que tu as ces 2 piliers-là de mis de côté, fait que tu as vu les patterns, okay? Tu sais qu'est-ce qui est en train de se passer présentement puis qu'est-ce qui est attendu. Tu as une vision qui est particulière. La 3e facette de ça, c'est ce qu'on appelle qui est le trademark. Puis vous allez en entendre parler, je vous le dis tout de suite, c'est un buzzword dans l'industrie de la distribution, mais TBWA a littéralement le trademark là-dessus. Ça, c'est ce qui cause la rupture. Qu'est-ce qui brise justement le pattern de ce que toutes les autres marques font en tant que telles? Et ça, c'est littéralement une approche de design thinking en tant que telle, de strategy design. Fait que tu vas aller regarder après ça comment tu vas arriver à trouver ces réponses-là. Des fois, c'est en le faisant à l'interne avec du desk research, du primaire, secondaire, ou des fois, ça va être en atelier avec le client, parce que je vais vous le dire tout de suite, vous allez être super intelligent, mais vous ne connaissez jamais la marque autant que le client le connaît. Fait que profitez de ces premières rencontres-là. Collaboration. Pour aller toutes leurs... Et voilà, aller retirer l'information de leur cerveau pour l'interpréter, puis ensuite le projeter, puis le communiquer comme il faut. Fait que j'ai essayé de répondre à comme 2-3 questions en même temps, là, mais... Vous autres, comment ça se passe dans vos agences? Mais pour vrai, moi, j'ai design dans mon titre, il faut dire. Fait que on est très proche du design. Puis, je vais dire, dans la même agence chez Cossette, on est des gens qui sont plus en communication. Puis là, on est plus en design. Mais la grosse différence que je vois, c'est juste mon interprétation, c'est que les gens qui sont plus proches du design vont beaucoup plus réfléchir au processus. Donc, comment aller chercher l'information. Il y a beaucoup plus de recherche. Il y a beaucoup plus aussi d'inconnu, tu sais. C'est de dire, OK, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on s'en va, puis on amène les clients avec nous, puis on collabore de proche, puis, tu sais, c'est pas tout le temps... c'est un peu plus spontané, un peu, c'est moins défini, tandis que mes collègues qui sont plus en communication, c'est beaucoup plus une dynamique de présentation, puis un travail très, très proche avec la création. Donc, ils sont vraiment plus dans la poésie, en tout cas pour chez Cossette, là, les gens qui sont proches plus en communication pure. Là. Amine, tu voulais peut-être ajouter? Ouais, bah, au même temps, moi je ne suis pas si d'accord que ça que j'ai un livre qui m'a beaucoup influencé et que d'ailleurs je recommande à tout le monde qui n'est pas sur la psychologie, sur la culture, c'est vraiment sur la stratégie pure et dure et ça s'appelle Good Strategy, Bad Strategy. Et ce livre m'a beaucoup aidé dans la façon comment je conçois mon métier, comment je coach, comment je fais mon travail, comment j'essaie d'amener de la valeur. Et parce qu'on a vraiment une industrie qui
qui aiment parce qu'on est des professionnels du hook, on est des professionnels de la tournure de phrases. Les stratèges en politique, on les appelle Convaincre. On est un peu comme ça. On a tendance à beaucoup mettre de noise et de bruit. Mais pour moi, la stratégie, c'est super simple. C'est un problème, c'est une approche pour le régler, un ensemble d'actions qu'on doit mettre de l'avant pour résoudre ce problème-là de départ. Donc, ce même paradigme, on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Ça va toujours être la même chose. Par rapport à notre méthodologie, nous étant une agence assez petite et on veut garder cet esprit-là, on ne peut pas forcément s'étaler sur comme le numérique, le contenu, etc., parce que c'est notre modèle d'affaires. On revient toujours à la même chose, puis notre diagnostic qu'on a fait, sur lequel on a bâti notre façon de faire, c'est de dire que notre métier, vraiment, nous, on est là pour créer des marques qui ont du charisme, qui ont du caractère, qui peuvent exister sans envier leur entourage dans la culture populaire. Fait que ça c'est notre volonté. Si on arrive à faire ça, les marques vont avoir une vie intéressante. À partir de là, ben, comment on peut faire ça? Comment on peut créer ce charisme? Notre observation, c'était qu'on a tendance au Québec à détester les problèmes. Alors que si on voit dans n'importe quel film, dans n'importe quelle histoire, il y a toujours un protagoniste et un antagoniste. Il y a un héros, mais il y a quelqu'un qui empêche le héros de faire quelque chose. On a tendance de raconter des histoires sans antagonistes parce que nos clients n'aiment pas trop les antagonistes, ils aiment les protagonistes, par exemple. Fait que nous, c'est vraiment comment on peut ramener cet élément-là central dans notre façon de raconter les histoires. Je ne dirais pas que c'est un processus, c'est une philosophie de comment on voit notre travail. Parce que pour moi, le processus, que ce soit, puis je pense que c'est une question qui a été posée, c'est quoi la différence entre une stratégie numérique, de com? C'est toujours la même chose. C'est juste qu'on agit sur des choses qui sont un peu plus loin dans le processus. Le plus qu'on est dans la stratégie d'affaires, on est dans les chiffres. Je veux faire 5 millions de dollars dans 1 an, dans 2 ans. C'est ça mon objectif. Je dois aller dans tel marché, je dois aller dans tel segment, etc. Lorsqu'on est dans la stratégie de marque, c'est quoi que je veux lancer comme positionnement dans le marché. Une stratégie de com, c'est quoi le message parmi tous les messages. Le numérique, c'est quoi le meilleur chemin pour que les gens arrivent vers ma position. C'est toujours la même chose, je dirais, mais qui arrive à des moments différents je dirais, le processus de résolution de problèmes. Mais c'est toujours les mêmes approches. Oui, effectivement. Je pense que d'une agence à l'autre, ça diffère, mais on sait ce qu'on doit regarder à chaque fois. On doit regarder l'humain, on doit regarder la culture, on doit regarder la catégorie, les compétiteurs, on doit regarder la marque. Peu importe, après, je pense, la manière dont on répond au problème. Je pense qu'on passe tous beaucoup de temps sur le problème et c'est souvent ça, en fait, qui va nous aider à trouver la bonne solution. Parce que si je prends le problème et je dis c'est ça le problème, mais c'est pas ça, je ne vais pas faire une bonne solution parce que ce n'était pas le bon problème. Et je pense que globalement, il y a de ça aussi là-dessus. Je te vois prendre des livres, Rachel. Oui, bien honnêtement, il y a des bonnes questions, je trouve, qui sont posées. Fait qu'encore une fois, si vous me permettez, je vais essayer de répondre à quelques questions en même temps. Tu sais, on parle souvent, puis je pense que c'est vraiment intéressant et pertinent. C'est quoi la différence entre la stratégie numérique et la stratégie traditionnelle? Avant de devenir stratège 360, j'étais stratège numérique. Et dans le terme de stratège numérique, j'ai surtout touché au web, médias sociaux. Fait que tout ça, c'était lead generation, conversion, engagement, contenu. Et puis, aujourd'hui où on se trouve, c'est très difficile d'être un stratège 360 sans avoir des notions de stratégie numérique. Pour pouvoir, on revient souvent c'est drôle parce que j'en parlais justement avec un ancien collègue qui a été stratège pendant comme 30 ans, puis il le disait, là, il dit, moi, toutes les notions de funnel, de consommation, de conversion, il dit, moi, ça me passe 10 000 pieds par-dessus la tête parce que ça, c'est une notion en numérique.
tout ce qu'on parle de partir de notoriété, ensuite en considération, les faire une transaction, ensuite faire une rétention pour ensuite qu'ils deviennent évangélistes, tu sais, toutes ces étapes-là, ça, c'est des notions super numériques et ne pas avoir commencé avec ça, n'ayant pas une éducation formelle, n'ayant pas touché la stratégie d'affaires, j'aurais peut-être rushé, j'aurais jamais en fait atteint le poste de stratège 360. Parce qu'après ça, les notions sont assez similaires. Même si, encore une fois, je suis super bilingue. Hein? Même si le touch point, le point de contact diffère, fait que ce soit dans ta stratégie média, tu décides, je suis en notoriété. Donc, notoriété, ça veut dire je dois aller rejoindre la masse. Donc, je vais aller chercher le plus de personnes possible, ce qui veut dire que j'ai moins de temps pour attirer leur attention, mais j'ai besoin qu'ils retiennent un seul message. Donc, tout, bang, 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 tu passes toutes ces notions-là en même temps. Fait que c'est quoi la différence entre un billboard, donc des fois, on va parler d'affichage out of home, que ce soit sur le côté d'une autoroute ou que ce soit sur un trottoir, tu as des secondes, des millisecondes de différence, donc tu dois comprendre ces notions-là. Mais c'est similaire aux notions d'une bannière web. Tu sais, souvent, moi, je parle d'une bannière web, c'est de la visibilité périphérique. Ils ne prêtent pas attention. Littéralement, ils ne vont pas regarder ta bannière. Puis c'est très rare, c'est encore plus rare qu'ils vont cliquer dessus. Donc, en comprenant cette habitude de consommation-là, qu'est-ce que je peux faire avec cet espace-là? Parce que c'est pas vrai que c'est inutile, c'est quand même utile. Mais comment tu vas l'habiller? Et donc, après ça, tu deviens stratège de création un petit peu parce que tu dois pouvoir dire, mais dans ta bannière web, tu vas avoir un accroche, puis tu vas utiliser 5 mots, puis je veux que tu utilises des contrastes, puis je veux que tu utilises la couleur. Peu importe, maintenant, surtout ces médias sociaux, ils vont dire « Ah, tu vas utiliser la couleur orange ou verte ou bleue, tu as un meilleur taux de conversion quand tu cliques là-dessus, quand tu as ces types de couleurs-là. » Fait que, mes livres, Digital Neuromarketing, c'est une de mes bibles. Vous allez voir, je suis vraiment comme comment le cerveau fonctionne. Ça en est un excellent Sam Page, Amazon ou Renaud Bré. Oubliez, c'est Amazon cette année. Hein? On supporte nos commerces locaux. Brand Media Strategy en est un autre qui est extraordinaire parce qu'il touche tous les points de contact médias, autant la télévision que le streaming, que les billboards out of home, que les médias sociaux. Ça en est un autre excellent. Vous allez voir, si vous voulez être stratège, il faut lire beaucoup. Puis ça change à tous les semaines. Digital Marketing Strategy en est un autre qui est une bible que j'ai adorée. Puis il y en a des fois des livres qui vieillissent très bien. Mitch Joel, un Montréalais qu'on adore, qui avait fondé une agence. Moi, j'ai une obsession avec cet homme. Six Pixels of Separation, qui te font comprendre les interactions humaines. Super intéressant dans un contexte, oui, de consommation, mais d'interaction numérique surtout. Fait que tous ces livres-là m'ont été super utiles, sont super numériques, mais il y a beaucoup de choses. Segmentation de marché, c'est quelque chose auquel j'avais touché au début en numérique, mais qui me sert encore plus maintenant, qui me permet d'être encore plus anal avec mes briefs médias, c'est pour dire, hey, le consommateur, le client veut qu'on cible tout le monde au Québec. La minute que je reçois ce brief-là, je suis comme, really? Tell me more. Tu sais, c'est vraiment tous les Québécois ou c'est un type de Québécois? Est-ce que c'est sociodémographique ou est-ce que c'est psychodémographique? Fait que les notions de numérique m'ont été excessivement utiles aujourd'hui. Puis maintenant, c'est très rare de faire une stratégie auquel tu ne touches pas au numérique. Mm-hmm. Je vois une question peut-être rapidement et facile à répondre. Fait que je jump in. Alex demande la différence entre la différence. Donc, tu parles de toi et est-ce que ça correspond plus à être stratège ou analyste? Puis en fait, alors arrêtez-moi si en tout cas nous, chez Seedly, c'est comme ça qu'on fonctionne. En fait, un poste d'analyste, c'est un poste d'entrée dans dans le département de stratégie. Donc, c'est beaucoup en fait les soutiens, les piliers, les supports aux stratèges. Et en fait, quand tu grandis, tu vas avoir stratège senior, directeur de stratégie et Dieu après, bien sûr. Mais Chief Marketing Officer. CSO. Donc, en fait, c'est ça pour répondre rapidement à cette question. Puis moi, je croyais, avant de rentrer, le qu'analyste, c'était quelqu'un qui analysait le data, mais il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Ça ne veut pas dire que c'est un data smart. Ben, tu sais, ça l'aide, mais c'est vraiment pas ça. Puis juste ici, moi, ça m'a intéressé dans Alex, là, qui dit « Je me considère plus rationnelle que créative parce que j'aime les contraintes puis me baser sur quelque chose. »
c'est un énorme mythe. C'est pas parce que tu aimes les contraintes que tu es moins créatif. T'sais, on a l'idée que le 100%. créatif, c'est un artiste. Donc, l'artiste, lui, ça émerge de lui, puis qu'il n'y a pas de contraintes. Ou de elle. Oui, c'est ça. Exact. Mais la créativité, là, on a plein de créatifs en agence qui viennent en agence parce que eux, leur contrainte, c'est que ça rentre sur un billboard, puis c'est ça qu'ils aiment, avoir des contraintes. Ah ouais. Jamais Ça, là, en d'anglais. passant, c'est mes meilleurs briefs. Mes briefs ont été convertis à put it in a billboard. C'est vraiment l'axe de communication, comment trouver l'axe de communication qui va inspirer une signature ou une ligne de campagne. Là, c'est comme, c'est quoi ton billboard brief? What's the headline? C'est quoi ton headline? C'est quoi qu'ils vont dire dans les médias demain, une fois qu'on va avoir lancé la campagne? Ça va être quoi, justement, le headline? Juste ça, c'est un travail qui est vraiment créatif. Écrire des personas, là, c'est quoi un persona? Vite, vite, ben, tu utilises toute l'information de ton analyste. Hein? C'est comme, OK, c'est tel genre, tel âge, il habite à telle ville, il écoute telle émission de télévision, il mange ça, ils vont là, ils font ces sports-là. C'est plate à mourir, ça. Il y a aucune... C'est pas humain. Fait qu'en tant que créatif, là, tu prends ça puis tu inventes un personnage. C'est super créatif, inventer un personnage. Justement, Amine t'en parlait, justement, ton protagoniste, ton antagoniste. La première chose que tu veux faire, ton premier protagoniste, c'est d'inventer ton personnage de ton client en tant que tel pour que tu puisses développer une empathie, pour que ton équipe créative puisse développer une empathie avec l'être humain qui va interagir soit avec ta campagne ou avec ton produit ou avec ton service à la fin, tu sais. Donc, je pense qu'on aurait pu continuer très longtemps. 3 jours. J'ai mon vin, je suis confortable. Avant de finir, ça serait peut-être cool, juste, je sais pas si vous avez un dernier message à partager aux gens qui nous écoutent ce soir, quelque chose peut-être que vous n'avez peut-être pas eu la chance de mentionner lors de vos interventions, puis après, ben, on terminerait là-dessus. Je peux-tu jumper? Moi, je dirais, là, je trouve qu'on est à l'école, on se met vraiment beaucoup de pression pour fitter puis dire « Ah, je vais faire tout ce qu'il faut pour arriver dans ce moule-là ou ce poste-là. » Mais moi, ce que je vous dirais comme meilleur conseil en strat, c'est de suivre ses passions, d'aller au bout de ses curiosités, de voyager, de faire des passe-temps qui vous passionnent. Puis c'est à force de suivre vos passions que vous allez vous remplir de points de vue. Puis comme disait Amine, là, de gagner plein de lunettes sur la vie. C'est ce qui va faire que dans vos entrevues, on va avoir envie de parler avec vous, puis de vous engager, puis de vous avoir à côté de nous pour nous aider à chaque jour. C'est ça, pour moi. Moi? Débranchez pas votre télévision trop vite. Prêtez attention aux pièces de communication qui sont créées présentement. Débloquez votre ad blocker. Prêtez attention aux produits créatifs qui est mis de l'avant. Puis essayez de trouver une façon justement de donner le goût aux gens d'enlever leur ad blocker, de donner le goût aux gens d'écouter les pubs, les pubs à la télévision ou de prêter attention à la radio quand vous êtes dans la voiture. Enlevez votre abonnement premium à Spotify. Écoutez les pubs. Si c'est vraiment un domaine qui vous intéresse, supportez l'industrie de ce côté-là, écoutez vos médias locaux, lisez vos médias locaux, supportez vos médias locaux, lâchez pas votre créativité, vous êtes créatif, vous pouvez être geek et être créatif rédacteur à la fin de la journée. Be a geek, be weird. Le plus différent que vous êtes, le mieux que c'est. Si vous avez senti outsider toute votre vie, you're meant for this, c'est votre industrie, c'est votre carrière, vous êtes censé être les outsiders. Be an outlier, lisez beaucoup le Malcolm Gladwell. Oh, amen. Tu sais, je suis comme, lisez, trouvez une façon de le faire. Et si vous êtes parent, je vous fais un commentaire particulier. Vos enfants vont être jeunes pendant pas longtemps. Ça va être tough. Si vous n'êtes pas parent, puis vous allez devenir parent, surtout si vous êtes femme, si vous êtes homme, supportez, soyez parent à temps plein quand le moment existe. Soyez à 100% branchés à ça, puis ressautez dans votre carrière à 2 pieds. Je pense que l'échelle n'est pas verticale. L'échelle, c'est un serpent. Hein? Vous allez baisser des fois, vous allez remonter. Après ça, c'est vraiment un jeu de serpent à échelle et c'est un des plus beaux jeux qui existent.
Puis la vie ne termine pas. Être stratège, c'est pas comme le end-all, be-all. C'est juste une possibilité d'expression créative et professionnelle qui existe. Fait que n'ayez pas peur de bifurquer puis de faire plein de choses en même temps. C'est ça. Moi, j'ajouterais peut-être parler au monde. Tu sais, parler, Amine, tu disais, oui, tu sais, c'est un monde de réseau. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est un monde fermé. Reachez out, écrivez-nous sur LinkedIn. Je veux dire, il y a une personne qui m'a parlé avant la conférence, c'était vraiment le fun. Je veux dire, les gens sont ouverts, les gens, vous pouvez le voir, là, on est passionnés, on a juste envie de parler, on a juste envie de parler. C'est quand même vrai. Mais c'est ça, poser des questions, essayez de vous renseigner, mais parler au monde, ça, je trouve que c'est vraiment… Moi, j'ai mis longtemps avant d'aller écrire aux gens là sur LinkedIn en stratégie parce que je me disais, mon Dieu, mais je ne sais pas ce que c'est, ils vont me prendre pour quelqu'un de débile. Mais non, c'est en leur parlant que tu apprends. Donc, en fait, il y a vraiment ça aussi que je trouve, en tout cas, mon gros conseil, mot de la fin. Là. Moi, si j'ai un conseil, le premier, c'est faites ce métier. C'est le plus beau métier du monde. Vous allez toujours avoir une place, heureusement pour nous, très valorisée dans nos cercles de métiers. Donc, c'est très fulfilling comme job. Donc, faites ce métier. Lisez Good Strategy, Bad Strategy. Troisième chose, ayez des opinions. C'est un métier d'opiniâtre. On est payé pour avoir des points de vue. Ayez vos propres opinions. Ayez des opinions pour contrer vos opinions. Vous vendez des opinions. Fait que c'est votre matière première. C'est ce qu'on fait, nous, dans la vie. Fait que comme n'importe quel métier, il faut travailler l'opinion. Ayez des opinions, défaisez vos opinions. Défaisez vos biais. Avec vos opinions. Ouais. Soyez opiniâtre, puis n'ayez pas peur même si c'est des fois, c'est pas dans les conventions, c'est pas grave, mais surtout supportez vos opinions avec des argumentaires forts et je pense que j'ai hâte de vous avoir en entrevue. J'ai menti. J'ai oublié un point important, puis je ne sais pas si vous me le permettez, puis je pense que Michel, Caroline et Amine vont être d'accord, puis Mireille aussi, puis je pense que toute l'industrie vont l'être. Si le métier de stratège vous intéresse vraiment solidement, votre matière première va être votre cerveau. Votre cerveau, c'est un organe. Et puis, un organe, il faut en prendre soin. Fait que si vous ne prenez pas soin de votre santé mentale aujourd'hui et que le métier vous intéresse, parce que vous allez voir, le métier de stratège nécessite que vous soyez branché en tout temps à la culture, en tout temps aux nouvelles. Et dans cette ère précise, on est un petit peu obsédé avec les nouvelles. On est beaucoup obsédé avec le fake news aussi, comment défaire ce qui est la vérité, ce qui n'est pas vrai. Fait que mon dernier mot à vous, c'est de dire aujourd'hui, développez-vous des bonnes habitudes de gestion de santé mentale. Ça veut dire des bonnes routines, de vous mettre en premier, de développer des habitudes qui sont saines. Vous mangez comme il faut, vous bougez, vous allez prendre du soleil, vous sortez de la maison, vous mettez votre masque. Prenez soin de vous. Corps et cerveau sont connectés, sont ensemble. Débarquez de votre écran. Lisez, écrivez, créez, faites aller votre dopamine, sérotonine, oxytocine, endorphine. C'est super important, surtout pour notre métier. On a besoin de nos cerveaux pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir des opinions, pour pouvoir interpréter de l'information. C'est votre outil numéro 1. Et si vous venez dans l'industrie, sachez que vous allez être bien soutenu. Oui, il y a l'A2C qui existe. Il y a aussi le BEC, qui est le bénévolat d'entraide aux communicateurs, qui existe, qui va être là pour vous soutenir. Mais vous allez être votre meilleur défenseur. Fait que si ça vous intéresse vraiment, prenez soin de votre corps à 100%. Puis je vous le dis maintenant, parce que le burn-out, c'est réel dans notre industrie. Puis c'est en commençant tôt et jeune qu'on se protège de ça puis qu'on devient juste mieux à ce qu'on fait. C'est juste ça que je voulais dire. Amen. J'allais dire la même chose. Ben, Amen. merci, Rachel. C'est un point super important à mentionner, puis ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de parler justement de ces ressources-là, le BEC, puis notamment, je vous mentionne parce qu'il y a une autre activité qui est intéressante pour la relève et qui s'en vient et dont Rachel
une des intervenantes. En fait, c'est Des masques Lacom. C'est une soirée de speed mentorat qui se tiendra le 9 novembre prochain. Donc, si vous avez encore envie de cogiter sur les carrières dans notre belle industrie de la communication créative, c'est une super belle opportunité. Donc, Rachel est une des mentors. Donc, si jamais ça vous fait envie de poursuivre la conversation avec elle, bien, connectez-vous le 9 novembre, donc à cette belle activité du BEC. Alors là-dessus, je vous dis un gros merci. Vous avez été extrêmement généreux et pertinents. On a eu beaucoup de questions d'ailleurs. Donc, je pense que les gens avaient vraiment envie de poursuivre les échanges avec vous. Mais bon, c'est vendredi soir et l'heure du souper, donc malheureusement, nous devons mettre fin. J'ai faim, j'ai du McDo qui m'attend puis des enfants qui crient mon nom. Donc, je prends juste la peine de remercier à nouveau nos collaborateurs, donc l'ACRPQ, le Grenier aux emplois, et aussi les associations d'industrie qui nous appuient, l'APP, le CDMQ, la SDGQ. Et un merci spécial aussi à Orchestra qui nous a aidés au niveau de l'identité visuelle de l'activité. Donc, on espère que vous allez vous connecter aussi la semaine prochaine. Il nous reste 3 rendez-vous virtuels, donc relations publiques. On a aussi médias et numérique et contenu. Donc, ça se poursuit la semaine prochaine. Là-dessus, je vous dis bonne soirée, puis merci encore à nos intervenants de ce soir. Puis on va vous envoyer les noms des livres premiers. Sinon, faites un screenshot de votre écran maintenant. 3, 2, 1, screenshot. OK, bye. Bye. C'est bon. Ciao. Ciao tout le monde. Bye. Bon.